Bonjour Michel et bonjour à tous les fans de Fitness Mag. Bonjour Eric et bonjour Fitness Mag. Voilà. Je suis vraiment très content Michel. Avec toi aussi, ça faisait un long moment qu'on devait faire ce podcast, tu te souviens? Les fans que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'ils ont été très 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 nombreux à visionner le dernier podcast que j'ai fait avec Moussel Bakouchi et à nous féliciter, à nous soutenir, à nous encourager à en faire d'autres. Donc big up à tous les fans et supporters donc, de ma chaîne YouTube. Vous voyez, aujourd'hui, je vous fais plaisir, donc chers fans, puisque aujourd'hui, je vous interviewe l'Arnold français. Et vous allez voir pourquoi l'Arnold français, c'est parce qu'il y a tant à dire sur Michel. Et Michel, j'aimerais faire une toute petite aparté pour te dire d'abord d'emblée ce que je t'étais pas dit au téléphone l'autre jour. C'est que c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai démarré le culturisme. Parce que en 1986, donc j'avais 15 ans, mon frère a déposé un monde du muscle sur mon bureau, dans ma chambre. Dans ce monde du muscle, que j'ai pas là sous la main, il faut que je le retrouve, mais j'ai incrusterai en montage, il y a Dolph Lundgren en couverture. Tu es à l'intérieur, on te voit dans une séquence de plusieurs culturistes où les mouvements à exercer sont les trapèzes. Et on parle de toi comme donc le gars qui a un port de tête et une stature avec les trapèzes bien évasés, comme le Arnold français. Donc je t'ai vu dans les premières photos que j'ai vues. La toute première, c'est Tony Pearson de dos, je la montrerai, tu verras. Mais dans les photos qui ont suivi, je t'ai vu, je me dis waouh, non seulement il est impressionnant, mais c'est vrai qu'en plus il ressemble à Arnold. Donc voilà, petit clin d'œil pour démarrer, pour te dire que je suis fier, vraiment fier de t'avoir parce que, et je finirai mon monologue, mais tout le monde me connaît, que le destin est quand même étrange. On s'est croisé qu'une seule fois à Paris au salon du fitness. J'incruste la photo également. Mais ravi de pouvoir parler de toi. 40 minutes ne vont pas suffire. On fera sans doute un autre, peut-être même plusieurs podcasts. Mais ravi de pouvoir parler de toi qui, pour moi, est d'un de tes plus beaux... Enfin, tu fais partie du fleuron des culturistes français de la Golden Age. Hein. Tu as un titre donc de champion de France en 1986, si je ne me trompe pas. Catégorie poids lourd. Mais pour moi, tu symbolises vraiment le culturisme de ces années-là. Pour ne pas que j'en fasse trop, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bien, écoute, déjà, c'est très élogieux. Je vais me faire tout petit là, parce que c'est vrai que l'Arnold français, à l'époque, ça me faisait évidemment très plaisir quand on me le disait, mais bon, j'ai jamais eu l'intention de me comparer à lui, ça c'est sûr et certain. Parce que, bon, évidemment, Arnold, je me sens vraiment très petit à côté de lui. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de bizarrement, peut-être de ressemblance. Vous savez, c'est vrai. Tu sais, quand on aime quelqu'un au point de l'aduler, eh bien, on devient un petit peu comme lui. Hein. C'est bizarre, mais même dans les mimiques, dans les traits physiques, c'est curieux, mais c'est comme ça. Pour l'article dont tu parles, c'était Jean Texier qui avait fait cet article, qui est un ami, genre aussi un personnage atypique, mais légendaire du bodybuilding français, du culturisme français, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc, moi, je me présente. Alors, tu veux que je me présente depuis quel âge? C'est-à-dire, comment je suis... Alors, tu sais, moi je pourrais dire simplement à ceux qui te regardent qu'on ne peut pas te donner tellement d'âge. Dire que tu as 56 ans aujourd'hui, ça se voit pas trop. Et quand j'inclus les photos de ta condition actuelle, même si tu pouvais nous dégainer un petit biceps, mais les gens, on le fera à la fin s'ils ont été sages, s'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, s'ils ont apprécié. Quand on se dit que tu as une antériorité d'une trentaine d'années, quarantaine d'années presque, hein. Ça fait 40 ans. J'ai commencé exactement, j'avais 15 ans. Alors évidemment, avec les moyens du bord, hein, pour te dire, ma première revue à l'époque, je pense que beaucoup de gens ne doivent pas le connaître, sauf vraiment, parce que même pour moi à l'époque, c'était déjà pas un culturiste, mais des gens qui faisaient de la culture physique, c'était Marcel Rouet. Marcel Rouet, oui, tout à fait. Ouais, j'avais développé une brochure. C'est les années 30, années 40, ça. Hein, ouais. 30-35, où il a été plus bel athlète de France en 30 et quelques, voilà, exactement, tout à fait. Donc là, on est aux antipodes de ce qu'on peut connaître maintenant, évidemment. Hein. Alors, c'est même vraiment incroyable. Donc j'ai commencé avec cette petite brochure que j'avais trouvée en bas de chez moi. Pour tout te dire, mes parents étaient bouchers. À quel âge? Voilà. J'avais 14-15 ans. 14-15 ans. Voilà, 14-15 ans. Et avec mes deux frères, nous étions trois frères,
nous étions plutôt très musculeux. On était très attirés par tout ce qui était muscle. On avait la chance d'avoir, c'est vrai, une génétique plutôt sec mais musclée. Donc, j'avais acheté cette revue et puis après, j'ai acheté le fameux Bull Worker. Ah oui, le fameux. On pouvait tout faire, on pouvait devenir énorme et musclé avec un Bull Walker. Avec ces petits dessins où on voyait les gens au bord de la plage, tu sais, le avant-après, c'était Le fameux. c'est drôle parce que ces quelques dessins nous faisaient déjà rêver. Alors, de ce qu'on voit maintenant dans des revues qui contiennent des pages et des pages de choses, où là, tu avais 4 petits dessins et déjà, rien que ça nous faisait déjà rêver. On voulait déjà ressembler à Duranton ou autre personne de C'est l'époque. vrai. Duranton, j'ai connu aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Moi, Donc, je sais qu'il y a un monde du muscle qui a fait le déclic chez toi, comme moi, celui dont je t'ai parlé. Et chez toi, c'était un athlète noir qu'on surnomme le Black Prince, que j'ai interviewé d'ailleurs dans mon magazine et que je vais avoir en interview vidéo, mais je l'ai décalé. Je crois que c'est ça qui a été ton véritable déclic. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais du football, comme beaucoup de jeunes. Voilà. Je faisais de la boxe française. J'avais eu un petit titre de champion de France de boxe française. Et puis, je m'intéressais petit à petit à ce qu'il va devenir le bodybuilding, parce qu'en France, à l'époque, on appelait ça le culturisme. Voilà. Et un jour, près de chez moi, il y avait un kiosque. Et je me rappellerai toujours, je suis passé dans ce kiosque et il y avait là, épinglé, parmi les autres revues, le nom du muscle. Ça devait être le numéro 1 ou le numéro 2, je crois, et oui, le numéro 2. Et il y avait en couverture exactement Robbie Robinson. Et là, j'ai eu un choc, j'ai été comme électrisé et je me suis dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça dont je serai champion. Voilà, c'était quelque chose de déjà fait dans ma tête. Donc j'ai acheté cette revue et voilà, et là, la grande aventure pour moi a commencé avec des hauts et des bas, évidemment. Petite Voilà. question qui va, merci pour l'anecdote, petite question qui va faire sourire les véritables passionnés dont on fait partie. Est-ce que ce magazine-là, tu l'as tellement regardé que tu l'as usé à force? Alors, écoute, j'avais tellement de magazines qu'il y a, je crois que j'avais peut-être 18-19 ans, j'avais trouvé un petit emploi, je ne sais où, dans une bijouterie, je crois, parce que j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Oui, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on va avoir du mal à tout résumer, c'est vrai. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Et donc, j'ai découpé, mais après, je l'ai regretté des années après. J'ai découpé les photos qui m'intéressaient vraiment et je les ai collées dans une espèce de gros cahier, voilà, comme un enfant, tu vois. Je crois qu'on a tous fait ça. Et si Michael Gundil écoute ce podcast, tu sais, il fait ses podcasts également, avec un historique énorme aussi, lui, dans le culturisme. Et on a tous fait ça. Je crois que les véritables passionnés, on les a découpés, en le regrettant un tout petit peu après, pour retenir que ce qui nous plaisait le plus et ce qui nous motivait le plus. Parce que c'est vrai que vu les multiples déménagements, je devais toujours emmener toutes ces On en avait beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire à cette époque-là, on a tous été un peu inspirés, ou pour les un peu plus anciens, par les péplums, tu sais, les Steve Reeve, Rec Park, ou un petit peu après cette période, donc bénie des dieux, hein, comme on dit hein, dans le culturisme, avec Arnold, Franco, Dave Draper, Frank Zane, enfin toutes ces stars donc, que l'on connaît, que l'on a admirées. À cette époque-là, Robbie Robinson, qui gravitait autour, quels ont été tes modèles? Alors, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a déjà, un peu comme maintenant, il y a une rupture entre les années 80, on va dire, et ce qui se passe aujourd'hui. Là, il y a commencé aussi à avoir une rupture entre les années 50 et les nouveaux futuristes qui apparaissaient comme Arnold. Alors, c'est vrai que pour moi, les modèles, bon, comme tout le monde, on le sait, Arnold reste le premier, évidemment, à mes yeux, pour tout ce qu'il représente. Et dont Voilà. on parlera tout à l'heure, excuse-moi de t'interrompre, d'une petite anecdote lors de son passage en France, on en parlera juste après. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, alors, moi, Les Larry Scott, les Sergio Oliva, tous les Monsieur Olympia qui ont précédé et qui ont suivi. Alors, je m'y suis un peu intéressé, oui, quand même, parce que je les voyais dans les revues, si tu veux. Donc, c'était les quelques infos que nous avions à travers le monde du muscle. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on avait. C'était des noms. C'était au compte-gouttes, hein. Des photos, des noms comme ça, que voilà, on avait peu d'informations finalement sur tous ces gens-là. Et tous les noms que je pourrais citer, c'était les noms que nous voyions à l'époque. Et en effet, les pionniers du bodybuilding, vraiment, des années 70,
reste Robbie Robinson, Frank Zane, Arnold, Mike Menzer aussi, qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et moi, j'étais DA devant toutes ces photos. Tu me permets de rebondir sur Mike Menzer. J'allais te demander la première fois où tes mains ont saisi un haltère. Donc ça a été où, quand, quelle impression, qu'est-ce que ça t'a fait? Au-delà du Buck Walker qu'on met de côté. C'est chargé vraiment d'émotion parce que c'est drôle, c'est très vieux, mais ça reste en moi. Je ne sais pas si les jeunes maintenant ont la même impression quand ils rentrent dans une salle, mais je ne pense pas. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, des salles, il y en avait très peu. C'était à Versailles. Voilà. Et pour trouver une salle, il fallait se lever de bonne heure. Donc, j'avais réussi à trouver une petite salle privée dans le monde du muscle, une adresse. J'y suis allé. Voilà. Et là, il y avait quelques bonnes femmes habillées toutes en noir qui faisaient de la gymnastique avec des bâtons. C'est comme si on était en 1930. Voilà, et il y avait quelques haltères et quelques barres. Et pour l'anecdote, je me souviens toujours, il y avait un professeur qui était là, qui était assez jeune, qui devait peut-être avoir 25 ans. J'en avais 15, je crois. Et j'ai commencé à faire des squats, parce que j'avais vu ça à travers les magazines. Et qu'est-ce que j'avais pas fait là? Il est arrivé en me disant, oh là là, malheureux, tu vas te blesser. Tu vas te détruire, ne jamais faire ça, nanana. Et moi, évidemment, j'ai continué encore plus fort, parce que j'étais un peu comme un âne quand on me disait, comme mon père aussi me disait, oh là, ça sert à rien, tout ça, j'y allais encore plus fort. Il fallait le faire. Et tu as bien fait, puisque ça fait partie des exercices fondamentaux qu'on ne cessera de répéter, qu'il faut inclure, mais dans tous les sports de toute façon. Ça, c'est ma première expérience. Je suis resté peu de temps et après, je suis allé dans une salle qui était plus importante, une salle qui était municipale. On faisait de l'haltérophilie, un jour haltérophilie, un jour bodybuilding. Il y avait une espèce de rivalité. Oui, à cette époque-là, c'est vrai. Mais une belle émulation aussi entre les deux, je crois, même s'il y avait de la rivalité. Oui, malgré tout, oui, mais c'est vrai qu'il y avait une rivalité et une émulation. C'est assez curieux, oui. Donc c'était compliqué pour s'entraîner parce que, évidemment, on ne pouvait pas s'entraîner tous les jours. Et moi, je réussissais à avoir les clés, aller le soir, tard, avec le gardien qui m'allumait les lumières, qui parfois m'engueulait. Mais bon, j'étais complètement obsessionnel, quoi. Tu sais, quand j'ai écouté Denis Hadas, Francis Benfato, Moussel Bakouchi, enfin tout ce que Jamon Nezar, que tu as côtoyé aussi, j'incruste la photo où on voit Jamon Nezar avec Lionel Sorin. Je suis moi friand de tous ces petits détails du côté vraiment marginal, tu sais, à part, intimiste, des fois mal vu ou pas compris de la part de Monsieur Tout le Monde. Je voulais rebondir et savoir, pour ça je ne sais pas, à quel moment tu es passé chez la personne, je vais faire plusieurs clins d'œil, j'en profiter, mais tu verras, ça va te faire plaisir aussi, je sais que ce sont tes amis. Je voulais faire un clin d'œil à Pierre Mazereau et à son club, le Praxitel. Donc tu as enchaîné quand chez Pierre Mazereau? Pierre, si tu nous écoutes, si tu regardes le podcast, donc on te salue. Je voulais te faire une grosse dédicace, et je pense que Michel aussi, parce que tu as tellement apporté au culturisme entre tes reportages, ses photos, ses livres. C'est tellement gros que je pense qu'il faudrait écrire un bouquin sur Pierre, tellement il y a à dire. Et donc, voilà, tu es arrivé quand chez lui? Tu l'as côtoyé pour la première fois quand? Alors, toujours pareil, à travers le magazine Le Monde du Muscle, je voyais la rivalité qu'il y avait entre deux clubs à l'époque. Deux clubs, c'est pas beaucoup. Sur Paris, évidemment, il y avait d'autres clubs en province. Mais sur Paris, il y en avait deux. Il y avait le Gym Riquet et le Praxitel. Donc, il y avait deux équipes avec des athlètes très connus. Au Riquet, il y avait Annette Médéric. Ce sont des noms que la plupart des gens ont oubliés, mais des athlètes formidables de l'époque. Jean Tétier, Annette Médéric, toute une palette d'athlètes formidables. Et puis, il y avait l'équipe du Praxitel. Ils se tiraient un peu la bourre, comme ça. Et donc, moi, à travers le monde du muscle, j'ai appris qu'il y avait donc ce Praxitel. Je suis allé m'inscrire, j'avais 17 ans. Voilà. J'avais 17 ans, voilà. Et 6 mois après, Pierre Mazereau organisait les championnats de France avec le premier, c'était la première fois qu'on faisait le premier pas culturiste, qui est devenu après un classique. C'était la première fois qu'on inventait ce concept. Et que j'ai gagné d'ailleurs. Voilà. C'était ma première compétition, j'avais pas encore 18 ans. Quelle taille, quel poids? Parle-nous un petit peu justement de tes débuts. Tu as commencé ça intéresse souvent ceux qui se disent je peux pas progresser, j'ai pas la bonne génétique. Tu as commencé à quel poids, quelle taille? Alors, franchement, je me souviens vaguement, j'étais assez, je mesure 1m83. Au niveau de mon poids, franchement, je m'en souviens pas vraiment. À peu près? Je pense que je devais faire dans les 77 kilos, 78 kilos, quelque chose comme ça.
voilà, que Un, j'ai. un bon gabarit quand même, tu n'étais pas rachitique comme certains d'entre nous. Non, 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 j'étais pas rachitique du tout. Non, non, tu sais, je vais te raconter une anecdote. Quand j'allais à la piscine, que j'étais tout gamin, j'osais pas sortir à la piscine avec l'école, j'osais pas sortir des vestiaires parce que tout le monde me regardait avec insistance parce que j'avais un côté très musculeux. Et j'en avais un peu conscience et j'en étais gêné. C'est assez curieux, tu vois, mais et c'est aussi pour ça que je me suis axé vers le bodybuilding parce que je savais que j'avais une génétique qui était de mon côté. Juste Oui. pour en revenir à Pierre Mazreau, parce que Pierre Mazreau, pour moi, c'est énorme. Comme je lui ai déclaré il n'y a pas longtemps, c'était un peu comme mon second papa. Il ne le sait pas, mais Ça va lui faire plaisir. quand je rentrais au Praxitel, j'avais la chair de poule. C'était pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. De voir ça dans les revues et que moi je puisse y aller, c'était formidable. Et puis il y avait des athlètes formidables, dont Guy Pépin, qui est malheureusement décédé, et qui était pour moi vraiment un type tout à l'heure d'une extrême gentillesse, et puis qui était un athlète formidable. Donc quand j'allais au Praxitel, j'étais vraiment comme à la maison, quoi, et donc ce sont de merveilleux souvenirs. Et puis évidemment, au Praxitel, il faut savoir que Pierre Mazreau faisait venir, quand il pouvait, des athlètes formidables, dont les frères Menzer, Frank Zahn et autres, parce qu'il avait des contacts avec eux en tant que photographe. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais c'est très très bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Encore un grand merci à lui, parce que quand on tape sur Google certaines photos, que ce soit de Monsieur Olympia à Sydney en 1980, où on voit Arnold et le line-up, c'est des photos de Pierre Mazreau. La photo que j'ai postée l'autre jour de 1985 de Bob Paris, qui est magnifique, c'est encore celle de Pierre Mazreau. Quand il a fait venir en effet Frank Zane, il y a eu les frères Manzer, il y a eu un nom que j'ai du mal à prononcer, c'est Sklazak, enfin, tu sais, des biceps magnifiques. Il a fait venir à Paris aussi. Il a fait des anecdotes formidables d'ailleurs. Voilà, bon, il y a eu du beau monde, hein. Toi, on te voit en photo, j'incruste la photo avec Mike Christian. Il y a vu Tom Platz en démonstration, alors que toi, tu faisais une compétition en couple, je crois. Exact, oui. Voilà. Et je voulais parler. Oui, pardon, je t'en prie. J'ai dit, il était sur tous ces coups-là, il était là toujours, Pierre, bien sûr. Il était partout. Et donc, pour moi, c'est le wader, en fait, français à notre sauce, mais il a eu une influence incroyable, en plus, avec ses bouquins. Et aujourd'hui encore, moi, de savoir quand. Il a dit Eric Hockey, qui m'a beaucoup aidé dans mon magazine Bodybuilding Rules, qui est devenu Fitness Mag. Eh ben, j'en profite pour le remercier vraiment chaleureusement et dire quelle fierté ça a été pour moi, puisque, petite parenthèse encore, à toi je te l'ai dit au téléphone, mais j'avais des posters dans ma chambre, comme on l'a tous fait quand on est très très passionné, et dans ma chambre j'avais mis derrière la porte de ma chambre, d'ailleurs mon père se posait des questions, mais pourquoi il met autant de posters de mecs, tu vois. Mais il a vu par la suite avec toutes les filles que j'ai ramenées qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. J'avais mis la photo de Bob Paris, la fameuse de 1985. Alors, je me dis, des années plus tard, une trentaine d'années plus tard, je côtoie tous ces gens-là, et puis toi aussi, et puis Pierre Mazreau bosse avec moi. Alors que c'est cette photo qui m'a donné l'envie aussi de démarrer avec tout ce que je t'ai raconté avant. Enfin, c'est un peu incroyable, et pour moi, c'est un peu la boucle qui se boucle, enfin, tu vois, la boucle, en faisant un pléonasme, hein, en fait, hein, parce que c'est déjà fermé par essence. Donc, merci énormément du fond du cœur, Pierre. On lui doit beaucoup, en effet. Et moi, j'aurais beaucoup à dire sur Pierre, mais bon, c'est pas. On fera quelque chose à part et j'aimerais bien qu'il participe lui aussi. Je sais qu'il a très peu de temps, il est très réservé alors qu'il aurait tellement à dire. On va le pousser pour le faire, hein, Michel? Tout à fait. Donc voilà, donc ma première compétition reste, voilà, c'est le premier pas, en 1980 exactement, voilà, pour tout te dire. Voilà. Mais j'avais vu, alors juste ça me revient parce que tu sais, c'est un fatras de souvenirs, évidemment j'en ai beaucoup, j'aurais beaucoup à raconter, mais on va pas parler que de ça. Voilà, j'avais été voir quand même, je crois que j'avais 16 ans, c'était en 77, j'avais été voir les championnats de France à l'île de Vannes, et il y avait en démonstration Mohamed Makawi, qui est un athlète formidable aussi, vraiment superbe poseur, extraordinaire. Et je n'avais jamais vu de compétition de bodybuilding, mais j'ai dit il faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est curieux parce que je voyais les athlètes sur scène, dont Jean Texier, entre autres, Jacques Soder et autres que je voyais dans les revues. Et déjà dans ma tête, je me disais un jour c'est moi qui serai là. Là, je serai là-haut. Et c'est marrant parce que, comme tu le disais, avec Pierre Mazreau, tu as eu la même expérience. Eh bien, je me suis retrouvé en effet quelques années avec tous ces gens-là. Et j'y croyais tellement. D'ailleurs, tu parlerais du mental justement, mais ça on y reviendra.
j'y croyais tellement que quand ça m'est arrivé, ça ne m'étonnait pas parce que j'y étais déjà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'étais déjà parmi eux. Et ce sont devenus des amis pour la plupart, Jean Texier, tout ça, amis, compétiteurs. Et le bodybuilding est vraiment formidable de l'époque. Enfin, comme vraiment, c'est des souvenirs. Comme beaucoup y reviennent, je pense même pas par nostalgie, je pense vraiment par pure objectivité. Il y avait ce qu'on disait tout à l'heure, cette camaraderie, moi je parle souvent, j'emploie un peu les mêmes adjectifs, donc ceux qui me suivent dans les vidéos retrouvent un peu les mêmes propos, mais je me répète, mais parce que c'est ce que je pense au fond de moi. Donc camaraderie, le côté un petit peu intimiste, mais le côté partage, on les voyait tous ensemble, rire, manger, sortir. Euh, il y avait ce côté simplicité, gentillesse, partage, enfin tu vois, ce genre de choses qu'on retrouve moins aujourd'hui. C'est pas la même époque, c'est sûr, mais on retrouve pas ça aujourd'hui. Juste aussi, c'est qu'il y a un effet de nombre aussi, évidemment. Il faut savoir qu'à l'époque, à une finale d'un championnat de France en poids lourd, il n'était que plus de 90 kilos, parce que maintenant il y a plus de 100 kilos, nous étions des fois 5, 4, donc très très peu nombreux. Hein. Donc ça y fait aussi, évidemment, comme tu disais, c'était être bodybuilder, c'était déjà un truc complètement à part et exceptionnel. Donc nous étions peu nombreux, ce qui facilitait la relation évidemment entre les gens, forcément. Plus on est nombreux, plus c'est difficile. C'est comme dans un immeuble. Hein. S'il y a 300 personnes dans un immeuble, c'est plus compliqué d'avoir des relations que quand on est 5. Et par contre, à part quelques énergumènes qu'il y a eu, je crois, au Wader Gym, on y viendra après, il y a eu j'ai suivi tes réseaux sociaux, bien sûr, depuis qu'on se connaît, depuis que je t'avais fait aussi l'hommage, tu sais, en photo que tu as gardé sur ton en-tête, et j'en suis fier aussi, donc de ton Facebook. Il y avait une des personnes qui te suit qui avait marqué le mot, c'est la cool attitude. Et j'ai retenu ce mot-là, la cool attitude, parce qu'aujourd'hui, on voit tous des gars énervés, crier, no pain, no gain, ça passe ou ça casse. Oui, ok, moi je dis ok pour no pain, no gain, mais surtout c'est le plaisir, on aime s'entraîner, il faut se surpasser, il faut sortir sa zone de confort, mais il y avait une autre atmosphère à l'époque, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un poste que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, en effet, où je regrette cette époque de copains et disons que maintenant tout est un peu, enfin ça ne s'adresse pas qu'au bodybuilding, c'est dans la violence et dans l'agression visuelle, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est vrai que tu regardes beaucoup de revues actuelles américaines, c'est tout est dans la hargne, si je veux dire, on tire la langue, on écro, j'ai rien contre les tatouages, mais tout est dans l'agressivité, voilà. Hein, donc tu vois, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y avait un côté sympathie. Voilà. Et je pense que c'était important aussi parce que nous avions déjà fort à faire avec le commun des mortels pour faire accepter aux gens les muscles. Alors si en plus on était désagréable, on donnait un côté méchant, alors là on se faisait traiter de tous les noms. Donc Arnold l'avait bien compris d'ailleurs. C'est pour ça qu'il tournait à la dérision et il était toujours dans la rigolade pour pouvoir se faire accepter en tant que mec musclé. Et démocratiser tel qu'il l'a démocratisé aujourd'hui au niveau planétaire, le culturisme. Arnold, justement, Michel, on sait, parce que tu es passé en interview il y a quelques mois dans mon magazine Fitness Mag, et là, je remercie une énième personne, mais je ne peux pas faire autrement, c'est Christophe Corion. Donc Christophe, je sais que tu vas regarder ce podcast, tu devais peut-être même y participer, mais bon, on le fera peut-être une prochaine fois. Un big up aussi à tous ceux qui nous écoutent, à Christophe, parce que il a des passionnés dans ce milieu, il en fait partie. Il a fait un travail colossal pour m'aider dans ma revue, en interviewant les plus grands, donc surtout dans Frank Zane, dont on a fait une couverture. On est sur Arnold, on a eu son manager, on n'est pas loin d'avoir Arnold aussi, Franco Columb aussi, donc enfin, ce qui nous manque en fait, parce qu'on a eu pratiquement tous les autres. Donc big up Christophe, merci pour tout ton travail. Vraiment, parce que voilà, Christophe est comme tu dis, un passionné. Et vraiment, je sais que je remercie encore pour l'attention qu'il m'a portée depuis quelques années. Il t'aime énormément et il te respecte énormément aussi, au-delà de l'admiration qu'il te porte en tant qu'athlète et d'homme. C'est la même chose de l'autre côté. Question pratique. On a tous des quotidiens assez compliqués. Tu as entendu mon petit bébé tout à l'heure, là, c'est ma nièce qui le garde à l'heure actuelle pendant qu'on fait notre podcast. Assez compliqué, et puis quand même, on veut continuer notre passion, donc chacun a son emploi du temps. Comment tu arrivais, toi, à l'époque, à concilier justement vie privée, vie professionnelle dans cette fameuse âge d'or du bodybuilding des années 70, 80? Alors, évidemment, c'était obsessionnel, comme pour beaucoup, je pense maintenant. C'est-à-dire que
Euh, je reprends une expression qui me fait rire d'ailleurs, parce que dans le livre qu'a écrit Schwarzenegger sur sa vie, il y a un chapitre où il dit, le chapitre s'intitule Une bande de glandeurs. C'est-à-dire que c'était un peu ça quand même. Hein. C'est-à-dire que nous, on rêvait tous de vivre que du bodybuilding et ne faire que de s'entraîner, passer ses journées à la salle. Or, malheureusement, c'est pas possible. C'est pas faisable. On avait tous des petits boulots comme ça qui nous permettaient de survivre. Alors moi, j'étais boucher, tu vois, mon vrai métier. Comme tes parents, comme tu l'as dit. Oui. Mes parents étaient bouchers et j'avais choisi de faire la boucherie. Donc j'ai regretté après parce que c'était pas du tout. Tu avais des protéines. Alors, tant pis pour les végans, mais bon, tu avais des protéines là directement sur place. Là, je crois que, en effet, c'est ce qui a aussi fait que j'avais un côté, comme j'ai dit, un peu musculeux parce que je mangeais beaucoup de viande, en effet, et j'aimais ça. Donc voilà. Même si on sait, toi et moi, aujourd'hui, qu'il faut pas trop avoir une alimentation trop carnée, mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, on ne jurait que par ça. Exactement, on ne jurait que par ça. Voilà, j'ai été bouché et alors pour pouvoir m'entraîner, c'était en effet très compliqué. Donc je me suis vite dit, il va falloir que j'arrête ça et que je trouve un autre métier. Donc j'ai travaillé la nuit, voilà. J'ai travaillé la nuit dans différents endroits, boîte de nuit, le Lido, enfin des beaux endroits d'ailleurs, voilà. Ce qui me permettait de m'entraîner la journée, voilà. Mais ça a duré qu'un temps parce que c'est pareil, j'ai vite compris que c'était pas mon milieu. Et j'ai eu la chance d'être rapidement arrivé dans des compétitions en tant que junior où j'ai été bien classé et j'ai pu me faire engager dans des salles en tant que prof. Donc là, c'était évidemment beaucoup plus facile pour m'entraîner. Parle-nous un peu de ta victoire au championnat de France en 1986 poids lourd. Et j'aimerais que tu enchaînes sur ce qu'on a dit au téléphone l'autre jour. Trop court, parce qu'on aurait parlé longtemps, hein, encore au téléphone, sur la team Lambert. J'incruste la photo. On y voit donc Coussieux, on y voit Fibel, si je me trompe pas, Nichols, toi, bien évidemment, et Bernard Lambert. Donc parle-nous un peu de cette team. Il y avait Ben Fato aussi, hein, mon ami Francis Ben Fato, que je respecte énormément. Donc, je pense que tout se passe à peu près dans la même époque. Hein. Alors, curieusement, je gagne les championnats de France en 86 avec un plateau, mais je crois que c'est un des championnats de France les plus élevés qu'il y avait. Oui.